Cette semaine, l'Europe s'est enfermée dans un château du Limbourg pour réfléchir à sa compétitivité. Dérégulation, simplification, emprunt commun, union des marchés de capitaux. Sur le papier, tout semble possible. Mais pendant que Bruxelles tergiverse, l'industrie européenne suffoque. Énergie trop chère, produits chinois en masse, croissance à la traîne face aux États-Unis. Alors la vraie question est simple. L'Europe a-t-elle encore le temps ou manque-t-elle surtout de courage politique? On décrypte tout ça avec Bernard Keppen. Bonjour Bernard Keppen. Bonjour Gaël. Je suis très contente de te retrouver dans ce numéro du Regard décalé parce qu'on a un gros morceau à décrypter. Ce jeudi 12 février, les 27 chefs d'État, représentants de gouvernement se sont tous retrouvés en retraite au château d'Aldenbiesen. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est dans le Limbourg. Un très très bel endroit, Très beau château. très très au calme. L'idée étant de réfléchir de façon structurée comment on va pouvoir relancer l'économie de l'Europe, une économie qui est en difficulté, en tout cas si on la compare à la Chine et aux États-Unis. Alors la première idée qui a été posée sur la table, c'est la simplification et la dérégulation. C'est vrai que c'est un reproche qu'on fait beaucoup à l'Europe. Ma toute première question pour moi, est-ce que c'est pas là un mauvais signal quand même? Est-ce que faire marche arrière, ça risque pas de créer aussi une incertitude finalement? Quelles mesures, quelles sont les règles? On ne sait plus bien et certainement pour des entreprises qui se sont déjà, mis, au format qui Mmh. avait été précédemment décidé. Est-ce que le signal n'est pas un peu, voilà. Alors peut-être ma première réflexion, c'est de se rappeler qu'en septembre 2024, on a eu le rapport de Mario Draghi et donc déjà, on a déjà perdu énormément de temps. Donc ça, c'est déjà un élément qui pour moi est interpellant et dans le rapport de Mario Draghi, effectivement, il mettait en avant la problématique de la régulation et des contraintes. Alors je crois qu'il faut bien distinguer 2 choses. Il y a d'une part, les lourdeurs administratives, hein, l'espèce de lasagne administrative que l'on a au niveau de l'Europe, puis au niveau des États, qui s'accumulent finalement et qui font qu'au niveau du marché intra-européen, pour une entreprise, il y a énormément de contraintes qui représentent des coûts et qui représentent des manques à gagner. On n'a pas du tout la même chose aux États-Unis entre les États américains. Donc là, il y a une vraie logique et on l'a déjà dit, mais c'est bon de le répéter. Dans une étude que le Fonds monétaire international a menée, ces contraintes européennes, ça représente, c'est l'équivalent de droits de douane de 45% dans les flux intra-européens. Donc ça, c'est un élément qui est évidemment fondamental parce que ça permet d'améliorer la productivité, la compétitivité des entreprises en Europe sur le marché européen. Cela n'a quelque part rien à voir avec les mesures qui sont dans le Green Deal européen, qui sont des mesures effectivement pour arriver à l'objectif de zéro carbone d'ici 2050, qu'on doit alléger parce que finalement la problématique de l'Europe, c'est qu'on est très fort pour faire des législations, mais on n'est pas très fort dans ce qui est toute nouvelle technologie. Donc je crois qu'il faut vraiment bien nuancer les deux. On ne doit pas détricoter tout ce qui a été fait, certainement pas, parce que sinon, pour un industriel, c'est impossible de faire des plans d'investissement à long terme, mais on doit alléger ces réglementations, on doit assouplir ces réglementations. Et un des points peut-être au niveau de l'Europe, c'est de dire, au lieu d'avoir des contraintes qui sont des décisions européennes, on va appliquer ça plutôt plus rapidement par des lois qui ne vont pas obliger les États encore à remettre des couches complémentaires. Alors, c'est vrai qu'Ursula von der Leyen estime en tout cas que cette simplification, cette dérégulation pourrait permettre d'économiser 15 milliards par an pour les entreprises. Un chiffre qui n'est pas tout à fait corroboré par une étude du centre Jacques Delors et du centre allemand Bertelsmann Stiftung, pardon pour mon accent. Eux parlent d'un gain de 0,07% du PIB de l'Union européenne. Moi, je me demande aussi, il y a des entreprises qui ont déjà investi pour se mettre aux normes des Mmh. précédentes règles, et donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces investissements-là? Et finalement, comment est-ce qu'aujourd'hui on se réadapte une nouvelle fois? Mais de nouveau, je pense qu'il faut bien distinguer les règles qui sont d'application dans la logique de dire on doit diminuer nos gaz à effet de serre dans les prochaines années. On doit arriver à cet objectif de durabilité sur le long terme, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit détricoter toutes ces mesures-là. On doit peut-être alléger certaines mesures, mais on doit aussi accompagner les entreprises, c'est-à-dire garder un certain nombre de mesures qui sont essentielles, mais les accompagner, c'est-à-dire soutenir l'investissement dans les entreprises. Alors, tu le disais, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de normes inter-États dans l'Europe qu'on ne retrouve pas
aux États-Unis, par exemple. Un exemple qu'on pourrait prendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque pays, chaque État a ses propres fournisseurs, par exemple, de téléphonie. Et ce serait quand même peut-être plus intéressant de se dire que, un opérateur téléphonique pourrait être actif et disponible pour l'ensemble des États membres. Est-ce que c'est réaliste une idée comme celle-là? Bah, évidemment, c'est la base fondamentale sur laquelle on doit le faire et on doit le faire dans tous les secteurs. Moi, je prends le plus bel exemple au niveau de l'Europe, c'est Airbus. Ce qu'on a fait avec Airbus, on doit le faire dans le secteur de la défense, évidemment, mais on doit le faire en partie dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des télécommunications, dans le secteur financier. On doit aller effectivement à une concentration parce que nous avons les moyens de le faire. On a les industries, mais si on reste sur son petit précaré national, on ne va pas y arriver. Donc, il faut absolument qu'on ait une concentration beaucoup plus importante. Alors, je ne dis pas qu'on doit avoir un seul acteur, hein, entendons-nous bien, mais sur la philosophie, on doit adopter la même philosophie qu'Airbus. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on a les moyens? Je veux dire concrètement, est-ce qu'on a les ressources? Par exemple, je prends un autre exemple, c'est le bancaire. Les paiements aujourd'hui se font majoritairement avec Visa et Mastercard. Ce sont des sociétés américaines. Comment ferait-on, Européens, pour rapatrier ça à l'échelle européenne et dans la stratégie économique européenne? On a Wero aujourd'hui qui existe, qui est un système qui a été développé par des banques en Europe. Et donc, là aussi, toute la question, c'est est-ce qu'il est logique qu'on ait autant de bourses au niveau européen? On doit concentrer ces bourses. On ne doit plus en avoir que 3 ou 4 au niveau de l'Europe. On doit créer, et c'est dans les discussions informelles qu'ils ont eues hier, c'est une Europe des capitaux, c'est-à-dire que globalement, si j'ai un ou deux indices boursiers, si j'ai l'Europe qui emprunte, qui est un des gros points d'achoppement pour le moment dans les discussions, qui l'Europe qui emprunte, donc qui devient le plus gros émetteur, je vais attirer des investisseurs étrangers, je vais donner une liquidité sur ce marché-là. Donc oui, on peut le faire. Alors maintenant, de nouveau, il faut que ce soit rapide, efficace et qu'on arrête de tergiverser. Mais on a les outils, on a les moyens de le faire, on a la technologie aussi. Alors tu viens de l'évoquer, hein, on parle de cet emprunt effectivement pour pouvoir, d'une certaine manière, mettre en place, toutes les composantes pour une économie, saine. Le rapport de Mario Draghi estimait à 800 milliards d'euros par an les investissements nécessaires. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Il y a 2 pistes qui sont sur la table. Il y a l'union des marchés de capitaux Ouais. et il y a donc cet emprunt commun. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer ce que l'un et l'autre sont techniquement et puis quels sont les avantages et les inconvénients et ou les inconvénients de l'un et l'autre? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'épargne des ménages européens, grande partie part aux États-Unis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut véritablement concentrer les indices boursiers, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on ait que quelques indices boursiers européens spécialisés. Moi, j'ai déjà dit, on a peut-être un indice boursier spécialisé en Espagne, un autre en Allemagne, un troisième en France, par exemple, pour attirer les capitaux belges, français en Europe. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui, à demain, veut rentrer en bourse, la question ne se posera plus de se dire si elle va être cotée aux États-Unis, elle sera cotée en Europe. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'investisseurs belges, je vais investir dans une société française, par exemple, cotée sur une bourse européenne. Donc, c'est mobiliser les capitaux européens pour les entreprises européennes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aujourd'hui, la Commission européenne, elle a emprunté à l'époque du fameux Next Generation EU qui a été créé au moment de la crise Covid. Donc, elle est devenue un acteur déjà sur le marché obligataire, mais elle n'est pas encore un acteur équivalent au Trésor américain. Mais si on mutualise les dettes européennes et que finalement on n'a plus qu'un seul acteur, la Commission qui emprunte, au nom des États européens, tu vas avoir un marché des capitaux qui va être énorme en termes de taille, de liquidité, d'attractivité. Donc ça permettra de dire qu'un investisseur étranger va voir d'un regard totalement différent la dette européenne et aura envie d'investir dans ces dettes parce qu'elle aura la liquidité, elle aura la structure, etc. Donc on a besoin des deux. Mais pour ça, effectivement, il faut que les États abandonnent leur souveraineté. Et c'est là où aujourd'hui ça coince. J'allais dire parce que tu le présentes Je- comme une solution, ça a l'air splendide sur le oui, papier. mais ça Mais fait 10 ans pourtant, qu'on en discute, hein, il donc y a quand même plusieurs États qui se tout à disent: fait. «Ah non, pas Il du y tout». a, il y a les Français qui poussent à la charrue à fond, et il y a les Allemands, comme d'habitude, qui, eux, ne veulent pas en entendre. Donc c'est clair que là, et pourtant, ce qui est intéressant, enfin important, c'est que le patron de la Bundesbank s'est dissocié du gouvernement allemand, pas plus tard qu'hier, en disant on doit avoir cette mutualisation des dettes, on doit emprunter au niveau de l'Europe. Donc les mentalités allemandes, elles évoluent. Au niveau, en tout cas, des milieux d'affaires, les entreprises sont demandeurs, la Bundesbank est demandeur, les banques sont demandeurs.
Il y a juste le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir politique qui aujourd'hui freine encore des deux faits. C'est le problème de l'Europe. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore le politique qui freine. C'est ça. Mais du coup, quelles sont les raisons pour freiner? Quels sont peut-être, je sais pas moi, les aspects négatifs? Il y a le seul aspect, c'est abandonner sa souveraineté. C'est D'accord. ça l'élément essentiel. Ça veut dire que les pays européens n'ont pas l'âme de l'Europe, en fait? Mais on n'est pas encore dans une logique d'un États-Unis d'Europe. OK. C'est abandonner sa souveraineté et c'est ça aussi la difficulté dans la défense. C'est encore plus voilà, la défense, si je prends en France, c'est le pouvoir régalien du président français et demain, on va lui dire: «Ben non, c'est l'Europe qui va décider, qui va investir, qui va être finalement l'acteur majeur dans le secteur de la défense et qui demain va décider». C'est là où ça bloque complètement. Mais si on ne passe pas au-dessus de ça, on n'avancera pas. C'est ça le grand défi. Et si je reprends un petit peu les différentes analyses, hein, que j'ai lues, sur cette, retraite, de, nos 27, beaucoup pointent un peu un manque de la mise en place de réfléchir à une politique industrielle qui soit forte et crédible. Ce qui manque profondément à l'Europe. Ah oui, c'est évident que, j'attendais pas grand-chose de hein, dire on va être clair. Mais je suis très déçu, de ce qui en est sorti aujourd'hui. Alors on nous a dit: «Oui, c'est informel, donc il faut rien en attendre». Ouais. Mais en attendant, quand on voit le calendrier, on nous parle de 2027, de 2028, alors que là, l'urgence pour les entreprises, la veille, il y avait 600 patrons d'entreprises qui se sont réunis à Anvers, qui ont dit: «Mais là, on peut plus attendre. C'est pas une question d'années, c'est plus une question de mois, c'est presque une question de semaines pour que nous, on puisse survivre dans le contexte actuel». Donc la réponse de l'Europe, elle est beaucoup trop lente. Elle n'est absolument pas adaptée à l'urgence de la situation. Quel est le défi des entreprises européennes aujourd'hui? Le premier, c'est qu'on a un coût d'énergie qui est quasiment 3, 4 fois plus élevé qu'en Chine et qu'aux États-Unis. On a, deuxième grand défi, une invasion de produits chinois. Et quand je dis une invasion, c'est une vraie invasion de produits chinois. Pourquoi? Ben parce que la Chine, un, elle s'est détournée du marché américain à cause des droits de douane. Et deux, on est toujours avec une surproduction de produits chinois. Mais on n'est pas dans une surproduction de produits de basse qualité. On est dans une surproduction dans des produits de haute technologie. Ce qui veut dire que pour les industriels européens, on a non seulement d'énormes importations de produits chinois, mais avec en plus de ça une pression à la baisse sur les prix. Ce qui va mettre à mal toute la rentabilité de l'industrie européenne et qui pourrait provoquer des faillites d'entreprises ou être racheté par les Chinois. Donc c'est même plus une question de dire: «Oui, bon, on a le temps de le faire». Non, on n'a plus le temps de le faire et c'est là où c'est interpellant, c'est que le monde politique européen n'a pas mesuré l'urgence absolue de la situation et si on n'agit pas, ben, on n'aura plus d'industrie. On va agir, Bernard, on va pas laisser ça comme ça. Si je peux, permettre à l'Europe d'entendre tes lumières et tes conseils. On a à côté de nous 2 économies qui fonctionnent relativement bien, malgré tout, j'ai envie de dire, Mmh. certainement du côté des États-Unis. Est-ce que l'Europe n'aurait peut-être pas intérêt à aller s'inspirer et à imiter peut-être certains, concepts de soit l'économie chinoise qui est beaucoup mise en avant, soit peut-être même l'économie, des États-Unis? Alors, par rapport aux États-Unis, rappelons quand même que le décalage de croissance entre l'Europe et les États-Unis, il n'est pas neuf. Hein, on a un écart d'à peu près 1 contre 2. Croissance moyenne aux États-Unis à plus de 2. En Europe, on est à 1. Donc cet écart, ça fait des années que cet écart existe. Donc on a une économie américaine qui, de toute façon, est beaucoup plus dynamique à la base que l'économie européenne. Donc ça fait un peu partie du modèle américain. Là où on peut s'inspirer, ou en tout cas on doit réfléchir, c'est dire, si la Chine a réussi ce qu'elle a réussi en 50 ans ou 6 ans de temps, c'est parce que le pouvoir, alors on est aussi dans une autre forme de dictature, enfin dans une dictature, on n'est pas, c'est pas le cas en Europe, donc ça, Pas encore? pas encore, mais ça simplifie les choses en tout cas, et je ne veux pas du tout rentrer dans cette logique-là, mais le pouvoir a décidé d'investir massivement dans un certain nombre de secteurs. Ça, en Europe, c'est ce que les industriels demandent aujourd'hui à l'Europe, c'est investir massivement dans un certain nombre de secteurs et réduire, c'est-à-dire avoir une indépendance énergétique. C'est fondamental aujourd'hui. Si on veut développer notre tissu industriel, le premier élément, c'est d'abord avoir accès à une énergie et être indépendant par rapport à cette énergie. Mais on va jamais trouver du pétrole en Europe. Non, mais tout ce qui est énergie renouvelable, l'Europe a les capacités. On peut être en avance. La Chine n'était nulle part en énergie renouvelable. Ils sont beaucoup plus loin que l'Europe aujourd'hui. Mais nous avons la capacité de pouvoir rattraper la Chine. On a les moyens. De nouveau, on a les moyens financiers, on a les ingénieurs, on les a. Donc on peut développer, mais il faut avoir un vrai circuit ou tissu, je ne sais pas comment je dois le dire, électrique, global sur l'ensemble de l'Europe. Il faut vraiment fusionner tous ces réseaux. Il faut
une vision globale, il faut une gestion globale. Et ça, on a les moyens de pouvoir le mettre en place. Tu dis qu'on a les moyens financiers. Oui. Pourtant, c'est quand même souvent ce qui revient sur le tapis. On n'a pas les moyens. Si, on a les moyens. Le problème, de nouveau, on revient, c'est parce que les États ne veulent pas lâcher leur souveraineté. Ils veulent continuer à emprunter. Je prends le cas de l'Allemagne, c'est très clair. Pourquoi est-ce que l'Allemagne freine les deux fers aujourd'hui? Parce que le gouvernement allemand a lancé un grand programme d'investissement de 500 milliards d'euros sur 10 ans pour développer les infrastructures, développer le digital. Et donc lui dit, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi est-ce que je devrais encore investir au niveau de l'Europe, c'est-à-dire accepter que l'Europe investisse alors que moi j'ai déjà fait? Et c'est ça aussi qui freine absolument. Donc les capitaux, ils existent. L'épargne européenne, elle existe. Donc tous ces éléments, dans le rapport Draghi, il le dit, même si les chiffres comme ça ont l'air totalement absurdes, 8 000 milliards. C'est 8 000 milliards on rêve effectivement, mais on a les capitaux, on a suffisamment de capitaux pour investir. Il faut mettre des priorités, mais il faut mutualiser. Et nous, si je comprends bien, le problème de l'Europe, c'est un problème de mentalité. Comment est-ce qu'on fait? Il faut y remettre des psychologues. Comment est-ce qu'on ferait? On les met tous en thérapie? Alors non, et ça, c'était évoqué, alors de nouveau, on en parle depuis tellement d'années, mais ça a été réévoqué, ça a été même évoqué par les Allemands, et c'est là où ça devient intéressant, c'est avoir un noyau dur qui avance. Alors le noyau dur, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Benelux, c'est la Pologne, ne l'oublions pas, c'est vraiment fondamental. C'est ce noyau dur qui avance beaucoup plus vite. C'est-à-dire que ces pays-là sont d'accord pour mettre en place un certain nombre de mesures, abandonner une partie de souveraineté sans aucun problème, sur un certain nombre de domaines. Là, je suis peut-être un peu optimiste, mais bon. On vient de parler de l'Allemagne. On vient de parler de l'Allemagne, mais bon, voilà. Donc, ce noyau dur avance. Si les autres veulent avancer et veulent aller dans plus d'intégration, ils peuvent rejoindre ce noyau dur à un moment donné, mais ils doivent alors effectivement accepter tout ce qui a déjà été mis en place pendant une période X, qui est une période dont l'objectif est évidemment que tout le monde soit intégré. En fait, on recrée une Europe, quoi. On recrée une Europe. Mais ça, l'Europe à deux vitesses, on en a toujours parlé. Philippe Mestat en parlait. Enfin, je pense que même Jacques Delors en parlait déjà à l'époque. Et c'est ça le problème aussi de l'Europe, c'est que en même temps, on a intérêt à grandir parce que ça nous donne un énorme marché en termes de marché de consommation, en termes de puissance économique. Mais en même temps, le fait de grandir nous fragilise de plus en plus. Et parce qu'on a intégré des pays qui voulaient rentrer dans l'Union européenne, mais qui n'ont pas la structure économique, donc qui tirent vers le bas. Et puis, ça entraîne beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus de blocage politique. Donc, c'est tout le paradoxe de l'Europe. Donc, à un moment donné, se dire, OK, j'ai un noyau dur qui me permet d'avancer, ça me semble être la plus belle des solutions qu'on puisse avoir aujourd'hui. Parce que quand ceux qui sont dans ce noyau dur, là, ils ne pourront plus faire marche arrière. Et ils devront abandonner la souveraineté. Eh bien, écoute, Bernard, j'espère que ton éclairage arrivera jusqu'aux oreilles de l'un et au moins des 27 chefs d'État de l'Union européenne. Merci en tout cas pour avec grand plaisir. cet éclairage sur cette retraite au château d'Aldenbiesen. C'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas, mais il est beau le château. Allez voir sur Google, vous allez voir, c'est effectivement très joli comme château. Merci beaucoup, Bernard. Avec plaisir. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces deux cadeaux. À très bientôt.